Salut, c'est Colette et aujourd'hui j'ai le plaisir d'aborder un sujet hyper important, un sujet dont on ne parle pas assez souvent malgré le fait que le handicap, est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que je vais me faire juger pour le mettre en forme de cette manière-là? Le handicap est de plus en plus en vogue cette année, ces dernières années, notamment avec les JO 2024 qui arrivent et le handisport. Ce qui est très bien parce que du coup ça permet de mettre en lumière des sujets, des personnes, des êtres humains dont on ne parle pas assez souvent. Je suis aujourd'hui avec Alexis. Bonjour Colette, merci de m'avoir invité. Bah écoute, avec plaisir. On va parler entre autres, c'est pas vraiment le sujet, mais ça fait partie en fait, on va dire, d'une grande branche que j'aime appeler politiser l'intime. Ça me semble tout à fait correct comme terme, Colette. Ça te plaît? Ouais, beaucoup. Bah écoute, ça démarre bien. On va bien s'entendre. Alexis, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Est-ce que tu pourrais donner un petit teaser sur ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler donc sexualité, handicap et surtout reconnaissance des personnes en situation de handicap comme des personnes à part entière. Ça paraît dingue de devoir dire ça aujourd'hui en 2023, mais c'est quand même le cas. Je pense que c'est le cœur du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et donc, entre autres, qu'est-ce que c'est que la sexualité chez les handicapés, chez les personnes en situation de handicap? Pardon, t'as vu, Très bien. je me suis reprise parce que justement, tu vas expliquer pourquoi c'est important de faire la différenciation entre les handicapés comme des êtres humains, des personnes que l'on désigne par une situation qui leur est propre. Et notamment, du coup, on va aborder pas mal de sujets très vastes autour de ce sujet, donc restez connectés. On va parler du passé d'Alexis, quelle est sa démarche aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il fait cet épisode avec moi aujourd'hui, mais également qu'est-ce que c'est que la sexualité au sein du handicap, parce que finalement c'est très très large, et puis qu'est-ce que ça englobe, que ce soit de manière personnelle, mais aussi d'un point de vue professionnel, comment est-ce qu'on approche la chose quand on est un professionnel de santé, et ensuite quelles sont les démarches qui existent aujourd'hui, pour finir également avec comment est-ce que nous, on peut mieux vivre ensemble. C'est parti. Important ce que c'est de sexualiser les personnes en situation de handicap pour mieux les humaniser. Euh, Alexis, avant qu'on parte plus loin dans ce sujet, est-ce que tu peux nous faire un petit point global de euh, quel est le nombre de personnes en situation de handicap en France? Là, on parle exactement de quoi, de combien de personnes, et pourquoi ce sujet, euh, par quel angle tu veux commencer pour aborder ce sujet? Alors, combien de personnes en situation de handicap en France aujourd'hui? Les chiffres varient en fait parce que on dit à chaque fois le handicap, mais on se pose jamais 2 secondes pour se dire de quoi on parle. Et en fait, c'est très vaste. Le handicap, ça peut être une personne qui a une perte de mobilité, à une personne qui a une déficience intellectuelle. Donc, si on prend les chiffres de la manière la plus large possible, on estime aujourd'hui qu'il y a 9 millions de personnes en situation de handicap en France. D'accord, donc 9 millions de personnes en situation de handicap, sachant que donc ça englobe autant les personnes en fait qui ne sont plus capables de bouger comme celles qui peuvent bouger mais qui ont un membre seulement qui est contraint, ou celles qui sont du coup mentalement atteintes. Mhm. Tu me corriges hein, si Ouais, ouais. jamais je dis des bêtises. Pour toutes ces personnes, ma première question serait qu'est-ce qui les rassemble euh, par le biais de l'acte sexuel? Où démarre l'acte sexuel? Je pense que ce qui les rassemble, c'est leur humanité. Ça paraît bête dit comme ça, mais il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de différence dans le vécu de la sexualité ou dans les besoins, qu'on soit une personne en situation de handicap ou non, finalement, puisque on est une personne avant tout. Alors, ça, je pense qu'on va le répéter plusieurs fois et ça paraît
Je sais que moi, ça me paraît dingue encore, en fait, aujourd'hui de le dire, mais c'est tellement ce que je vois au quotidien. Donc, qu'est-ce qui les rassemble? Je pense des besoins et des désirs que tout être humain ont, et qui vont exprimer de manière parfois un peu différente, mais comme tout à chacun, finalement, on va tous vivre notre sexualité d'une manière qui nous est propre. Et au final, si on prend un peu de recul, on se rend compte que il y a quand même des grands, je sais pas comment le dire, cheminements, pas cheminements, mais euh, les fonctionnements sont grosso modo les mêmes pour la très grande majorité des individus qui sont en situation de handicap ou non. Donc je pense pas qu'il y ait de spécificité liée à la sexualité pour les personnes en situation de handicap. Alexis, du coup, on a été mis en contact par une de mes invitées, Margot Théroux, avec qui j'ai fait un épisode sur le couple et l'argent. Le couple, le pouvoir et l'argent même. Je suis allée un peu plus loin sur ce sujet-là avec elle. Et c'est elle qui m'a parlé de toi. Elle m'a dit du plus grand bien, et surtout quand elle m'a mentionné qu'en plus toi tu étais très impliquée dans toute la mission du handicap, et puis plus encore de la sexualité, de l'intime, je dirais, en fait, parce qu'on ne sait pas finalement que de la sexualité. Enfin, ça va bien au-delà de ça. L'intime au sein du handicap, moi j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Je me suis dit, ah mais c'est génial, parce que justement j'ai très 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 envie de parler de ce sujet depuis hyper longtemps, parce que j'ai pas été en intimité avec des personnes handicapées beaucoup dans ma vie. Je l'ai été, mais à petite échelle. Donc je pense que c'est un sujet que je ne maîtrise pas et que j'aimerais vraiment beaucoup approfondir. Pour moi, justement, mon média, Colette se confesse, c'est tout à fait le genre de podcast sur lequel je me dis, bah, ça a sa place complètement pour en parler, parce qu'ici, on parle de toute sexualité, que tout est possible, d'ouverture d'esprit. Tant que c'est fait entre adultes consentants, on peut tout faire. Et en off, j'ai entendu pas mal d'histoires. J'ai des auditeurs et des auditrices qui sont handicapés et qui m'ont raconté des fantasmes ou des choses qui ont été vécues, que ce soit dans leur vie intime, en couple, ou parfois avec des travailleurs, travailleuses du sexe, ou des dominas, par exemple, où on demande certains services. Enfin, où finalement, on revit son handicap sous un spectre beaucoup plus sexy, où tout d'un coup, bah, la contrainte devient quelque chose de hyper stimulant pour la personne en situation de handicap, parce que tout d'un coup elle se dit, bah ouais, mais parce que je suis contrainte, que je ne peux pas bouger, bah du coup cette domina peut faire ce qu'elle veut de moi, et donc je vais à fond dans ce lâcher prise, au contraire. Et je trouve ça assez magique, du coup, ce qui peut se passer comme ça en off. Et c'est des choses, il y a beaucoup d'histoires autour de ça, dont je n'avais aucune conscience avant de démarrer le podcast. C'est vraiment des choses que j'ai découvert au fur et à mesure, parce que les gens viennent pas mal me parler. Et j'ai trouvé ça sublime. Je me suis dit, waouh, c'est trop beau, et on n'en parle pas. Et je pense que naturellement, j'aurais pu faire partie des personnes avant qui auraient pu avoir peur des personnes en situation de handicap. Alors, mais pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que je ne connais pas, et que j'aurais pu me dire, je vais être mal à l'aise, je vais être gênée, je vais pas savoir comment faire. Mais Ouais. nous, on est très peu dans notre société en contact avec le handicap. Tu prends à l'école primaire, la majorité des gamins sont jamais en contact avec un autre gamin qui est en situation de handicap, en fait, parce que tout de suite on les met dans des centres, dans des centres spécialisés d'accompagnement, ce qui fait qu'on est très peu en contact du handicap, ce qui explique cette méconnaissance et cette crainte qu'on peut avoir. Tu vois, je parlais de ça avec... j'ai une amie sexologue qui bosse vraiment aussi sur ces questions de sexualité handicap, et qui, elle, a vraiment une renommée, qui s'appelle Sheila Warenbourg, et elle est d'origine américaine. Et elle m'expliquait, elle me dit, mais en fait, nous, quand on est gamin à l'école, bah, t'as un copain en fauteuil, enfin, c'est beaucoup plus présent. Et je pense que ça, c'est un des points de départ, tu vois, qui fait que pourquoi on connaît pas les handicaps et pourquoi on a cette crainte-là, bah parce que tout ce qu'on ne connaît pas nous effraie. Tu sais pas ce que l'autre peut être, un danger, et donc tu mets à distance pour être sûr que ça va pas t'impacter. Donc moi je trouve ça normal. La question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est autant en distance des personnes en situation de handicap. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à re-questionner.
Alors, c'est hyper marrant que tu parles de ça parce que justement, j'ai été à l'école aux États-Unis. J'étais au lycée en Louisiane, vraiment en pleine cambrousse, on peut le dire. Et maintenant que tu le dis, ça me revient en tête totalement. C'est vrai qu'il y avait des classes spécialisées au sein de l'école où il y avait toutes les personnes un peu qui pouvaient être dyslexiques, mais gravement dyslexiques, ou handicapées, ou enfin, ce qu'on dirait peut-être en France TDAH, donc trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Bon, dernièrement, c'est repris. Enfin, c'est assez en vogue d'être TDAH en ce moment, j'ai l'impression. Mais enfin, non, mais je dis ça parce qu'on m'a dit il y a pas longtemps que j'étais TDAH. J'étais là, genre, mais qu'est-ce qui se passe depuis quelques années dès qu'il y a un nouveau truc? Tout le monde veut le dire à tout le monde parce qu'il y a un an, on me disait que j'étais hypersensible. Enfin, il y a toujours des trucs. Là, c'est HPI en ce moment. Le Oui, grand voilà. truc, c'est HPI. Ah oui, moi, ce qui paraît, je suis HPE. Donc, toi, ça me fait quand même beaucoup de blase. Hein. HPE, hypersensible, TDAH. Puis il y en a d'autres qui te disent ouais, mais ça, c'est tout pareil que là. Je suis ah ouais, bah super. Bon, bah écoutez, un jour, j'irai faire les diagnostics et puis. Mais est-ce que tu as besoin de diagnostic? Bah, j'en sais rien, peut-être, pourquoi pas. Si ça peut m'aider à mieux comprendre mon quotidien et à mieux comprendre comment je fonctionne, ça peut être intéressant. Pourquoi pas. Après, voilà, faut savoir où se renseigner, comment le faire. Mais je me poserai la question. Enfin, s'il y a autant de personnes qui me disent des choses, c'est qu'il y a peut-être un truc. Ou alors, c'est que ça fait bien et c'est un style de compliment. C'est possible aussi. Voilà. Tu nous tiendras au courant, en tout cas. Voilà. Non, parce que me dire que je suis bonne, c'est plus vraiment à la mode. Donc, me dire que je suis HPI, c'est vachement plus classe. Ça passe mieux. Aujourd'hui, politiquement, c'est plus acceptable. En fait, on me drague de ouf. C'est ça. Je te dis, Colette, t'es HPI, t'as un très beau QI. Là, ça change. On a divagué, mais donc c'était pour te dire que, en tout cas, dans ce lycée, je me souviens que, en effet, ça m'avait fait un choc de voir cette classe et de voir que c'était au sein de la même école que moi je fréquentais, parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais été confrontée avant. Et ça m'a pas fait un choc négatif ou quoi. Et puis même au contraire, j'avais une copine dans la classe. Enfin, il y avait une fille avec qui je m'entendais bien et tout, donc très bien. Mais c'est vrai que ça m'avait fait bizarre. Et c'était un peu une première approche. Et c'est vrai que ça, c'était chouette. Avant de venir, je t'avais demandé un petit peu... je t'avais demandé ce que tu trouvais qui était primordial, en fait, sur la question de la sexualité et du handicap. Et tu m'avais répondu tout un petit texte. Et je me suis dit que ce serait pas mal que... Enfin, si ça te dérange pas, j'aimerais bien lire ton message WhatsApp. Ok. Qui je pense, est assez large, qui parle de plein de choses. Et ça pourra ensuite planter les graines, du coup, pour la suite. Allons-y. Alors... La question de la sexualité et du handicap est primordiale et fascinante dans nos institutions car elle va bien au-delà de la simple sexualité. Ça vient toucher la reconnaissance de l'autre comme un être de désir, à part entière. Et pas juste un handicapé, un schizo, entre guillemets, un autiste, entre guillemets. Comment pouvoir vivre une vie amoureuse quand tu dois être rentré à 18h dans ton foyer du lundi au dimanche? Donc là, on parle bien des personnes en situation de handicap dans des centres. Comment vivre une sexualité quand tu n'as pas le droit d'inviter une autre personne du foyer dans ta chambre pour dormir? Dans un lit, une place, car les institutions ne pensent que très rarement que les adultes, de manière générale, dorment dans des lits de place. Mais les personnes en situation de handicap, elles, doivent dormir dans un lit, une place, toute leur vie. Et demander la permission pour inviter quelqu'un d'autre du foyer dans ta chambre le jour. On parle d'adultes. Comment comprendre la notion d'intimité quand tu sais que les professionnels peuvent rentrer dans ta chambre à n'importe quel moment? Une dame d'un foyer m'a dit hier, comme on n'est jamais sûr qu'ils ne vont pas rentrer ou arriver, on est obligé de faire vite et du coup de pas toujours mettre un préservatif. Donc là, c'était une personne accompagnée dans un foyer qui venait témoigner devant des professionnels, donc dans une formation, on y reviendra, de ce que je fais un peu au quotidien, et elle est venue dire aux professionnels comment ça se passait pour elle, et justement ça, le fait que vous nous parlez d'intimité, de pouvoir être chez nous. Mais la réalité, c'est que si j'invite quelqu'un dans ma chambre, après avoir demandé l'autorisation, avoir fait un projet écrit, tout ça, et même là, on va se dépêcher parce que je suis pas certaine qu'il n'y a pas un professionnel qui va rentrer à n'importe quel moment. Et donc, on va devoir faire vite et ne peut-être pas mettre de préservatif parce que il faut qu'on n'a pas le temps, en fait. On n'est pas en sécurité, chez nous. Sans toquer. Sans toquer, ou alors en toquant, tu sais, l'espèce de toquer hôpital, quoi. On toque et on ouvre directement la porte. Ou alors, et ça c'est un exemple que j'explique aussi, c'est les gens vont toquer, ils vont parler,
Mais si t'es chez toi en train de te masturber ou t'es en train de faire l'amour, il y a un espèce d'effet de sidération. C'est-à-dire que moi, si je suis chez moi tranquillement et qu'il y a le facteur qui vient, je vais pas voir, je vais être un peu figé, je vais pas avoir envie de lui répondre à travers la porte, et donc je vais rester un petit peu comme ça. Et donc les personnes, c'est ça qu'elles vivent également. Et donc le professionnel qui lui est derrière la porte, il a pas eu de réponse, donc il rentre. Mais en fait, à quel moment, le facteur ou le témoin de Jéhovah ou je ne sais qui sonne chez moi, et je réponds pas, il rentre pas, en fait. Mm. À quel moment on se permet de rentrer? S'il n'y a pas un danger absolu, une urgence, un truc, tu rentres pas. Et ça n'existe pas. Il y a des visites tous les combien dans les chambres? De la part des professionnels? Oui, on parle de quelle fréquence là? C'est assez variable d'un établissement à un autre. Moi, la plupart des foyers dans lesquels j'ai bossé, il y avait au moins une visite hebdomadaire. Et donc, ça pouvait tomber un peu à n'importe quel moment et tu passais, et puis tu rajoutes à ça le fameux changement de drap dans les institutions. Il y a un jour où tu dois changer tes draps. Et donc, tout le monde doit les changer au même moment. Et donc, c'est des moments où on va rentrer dans la chambre des personnes accompagnées, qu'elles soient là ou pas là parfois. Chose qu'on ne devrait pas faire. Je veux dire, D'accord. Donc, en fait, là, on parle de 2 visites hebdomadaires. Ouais. Ok, ce que dit comme ça, on peut se dire c'est pas grand chose, mais en fait, ce qui est assez compliqué, si je comprends bien, c'est que elles ne sont pas prévues. Enfin, il n'y a pas de date ni d'horaire qui a été fixé à l'avance. Alors, tu vas avoir, on va dire, 2 visites hebdomadaires qui sont prévues dans le calendrier. Et après, je te dis, si un professionnel a besoin d'aller voir un tel parce que il a reçu une lettre pour lui à l'accueil, tu vois, en fait, ça peut être plein de fois dans la semaine, sur des petites intrusions comme ça, où parfois ils vont juste ouvrir la porte sans rentrer complètement dans la chambre. Mais ça peut arriver plein de fois. Moi, j'ai eu plein de témoignages de personnes qui, par exemple, sont sous la douche ou aux toilettes, ça toque, et elles n'entendent pas parce qu'elles sont dans la salle de bain, et le professionnel rentre, et souvent c'est les professionnels qui me disent « Ah je me suis retrouvé gêné et tout ». Je dis « Mais pourquoi en fait t'as eu besoin de rentrer à ce moment-là ?» Et ils tombent sur la personne qui est sur les toilettes ou en train de prendre sa douche, quoi. Donc combien de visites, en fait, ça dépend beaucoup, mais ça peut être minimum une fois par jour, au minimum une fois par jour, des visites comme ça où quelqu'un rentre dans ta chambre, quoi. Et la lettre ou le courrier, pourquoi ne pas le donner du coup à l'heure de la pause déj ou du repas Va savoir. Et puis si c'est pas la lettre, ce sera autre chose. Enfin, il y a plein de raisons, de mauvaises raisons, de rentrer dans l'intimité des gens. Moi, j'ai bossé dans un foyer, tu vois, ça je le donne parce que j'essaie de partager cette expérience. Moi, je bossais dans un foyer où on n'avait pas la clé de la chambre des résidents. Et ce qui n'est pas le cas dans tous les autres foyers que j'ai visités. À chaque fois, les professionnels ont la clé pour rentrer chez les personnes en permanence. Ce qui fait que même si la personne a fermé sa porte à clé, de toute façon, elle sait que la personne derrière peut rentrer. Et donc, dans ce foyer-là, c'était l'inverse. On n'avait pas la clé. Et donc, si tu devais rentrer chez quelqu'un, il fallait que tu puisses le justifier. Et donc, tu toquais, t'annonçais, t'essayais d'avoir. Si la personne ne te répondait pas et qu'il y avait besoin, il y avait un doute, la personne soit chez elle, mais qu'elle ne réponde pas, qu'elle puisse avoir un souci, on devait descendre, récupérer le double des clés. Donc, on prévenait. Et donc, tu laisses un delta de 5-10 minutes à la personne pour aller chercher. Et rien que ce petit truc-là, ça change beaucoup. C'est-à-dire que la personne, elle sait que, non, à partir du moment où elle a fermé sa porte, comme tout à chacun, son intimité est garantie. Et si jamais quelqu'un doit rentrer, cas de force majeure, il y aura quand même un delta. Et rien que ça dit énormément de la reconnaissance. À partir du moment où tu peux rentrer en permanence chez les gens, c'est que tu les considères pas comme personne. Puisque nous, en tant que personne, jamais on accepterait ça. Donc ça veut dire qu'il y a certains centres qui respectent davantage l'intimité. Ça existe. D'accord, ok. À la marge, mais ça existe. Non, j'exagère, je noircis peut-être un peu le tableau. Mais de ce que je vois majoritairement, c'est pas pensé ou peu pensé. Il y a quelques institutions qui se démarquent et qui ont vraiment fait cette approche de finalement, je crois que le meilleur truc, c'est si je me retrouvais à vivre dans un foyer, qu'est-ce que je voudrais pour moi comme accompagnement? C'est ça ce qui pourrait être notre guide. Et en fait, c'est juste en pensant comme ça, en pensant bien les choses, qu'on peut arriver à un fonctionnement tout à fait humain. Je vais poursuivre en continuant la lecture de la suite de ton texto, parce que je trouve que ça rentre bien en plus dans la continuité de ce qu'on est en train de dire. Comment avoir une idée de ton schéma corporel quand depuis ton enfance tu es en foyer et que le seul miroir que tu as dans ta chambre est celui au-dessus du lavabo de ta salle de bain? On a des personnes de 50 ans qui ne se sont jamais vues nues de la tête aux pieds. Il faut que je structure un peu mes idées, et voilà un petit peu le genre de questions problématiques que j'accompagne au quotidien. Donc toi, c'est quelque chose qui te travaille beaucoup. Cette question du consentement, où démarre l'intime, en fait. Je crois que c'est surtout ça. La question de l'intimité,
pour moi, est une des clés, je pense, de comment on peut accompagner et comment on peut considérer les personnes en situation de handicap. Tu vois, quand on avait discuté ensemble, tu me demandais des expériences qui m'ont marqué. Tu vois, s'il y a quelque chose qui vraiment m'a marqué. Et je pense que oui, en tant que jeune professionnel, tu vois, ça a été un des déclics, peut-être un des points de départ que j'ai eu. Moi, de base, je suis éducateur spécialisé. J'ai travaillé dans pas mal de domaines, donc dans l'éducation spécialisée, on distingue 3 domaines. Le champ du handicap, on appelle ça des champs. La protection de l'enfance et l'insertion. Donc j'ai travaillé un peu dans ces 3 domaines-là, mais le gros de ma carrière en tant qu'éduc, je l'ai fait dans le champ du handicap et notamment le handicap psy. C'est ce que j'ai le plus fait. Et puis j'ai intégré en tant que bénévole au début une association qui s'appelle le CREDAVIS, CREDAVIS. Les gens ont regardé ce qu'on fait et ce qu'il y a si ça les intéresse. On vous mettra tous les liens de ce dont on parle dans la description de l'épisode. Donc le CREDAVIS fait de la formation en fait auprès des professionnels du médico-social de manière très large sur les questions de sexualité et handicap. Pourquoi ? Puisque le président fondateur du CREDAVIS, donc Jean-Luc Letellier, qui était un de mes profs quand j'étais en école d'éduc, lui s'est rendu compte que on demande au secteur médico-social d'accompagner les gens dans leur globalité, comme on dit, c'est beau, mais que la question de la sexualité, elle est jamais abordée. Elle n'est pas abordée dans la formation des travailleurs sociaux, ni des cadres, des directeurs, de ce que tu veux, et pourtant derrière, il va falloir accompagner cette question-là. Et donc, il a créé cette association pour aller dans les établissements pour former les professionnels sur cet aspect-là de l'accompagnement. Et donc je l'ai rejoint au début en tant que bénévole et puis après, chemin faisant, j'ai participé à des formations en tant que co-animateur. Et puis quand la fille Lénaïg avant moi qui animait les formations est partie, moi j'ai repris le relais. Et donc aujourd'hui, je suis formateur pour le CREDAVIS et donc je vais dans les établissements un peu partout en France pour former les équipes sur ces questions-là. Parce qu'en fait, on ne les a jamais formés. Je trouve ça encore dingue de se dire ça, mais c'est le cas. Et puis, en parallèle de ça, donc, j'ai voulu faire des études de sexologie. Alors, est-ce que c'est un syndrome de l'imposteur pour me sentir plus légitime de parler de ces questions-là ? Peut-être. En tout cas, pour compléter mon bagage. Quelles ont été tes premières remarques personnelles quand tu as découvert ce monde ? Déjà, je pense que je me suis retrouvé dans ce milieu-là, le monde du médico-social, enfin d'éduc, parce que j'ai une maman qui est assistante sociale, et donc depuis que je suis gamin, en fait, ces questions-là d'accompagner l'autre, c'est un truc qui est présent chez moi parce que j'ai grandi avec ça. Et le hasard a fait que le premier stage que j'ai fait quand je suis rentré en école d'éduc, c'était dans un foyer de vie, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est des foyers où on espère qu'il y ait tout qui se passe sauf de la vie. Mais ça s'appelle foyer de vie. Pourquoi tu disais ça ? Parce que toutes les règles qui sont mises en place, toutes les règles de sécurité visent à cadrer un maximum. Et je veux dire, la vie, c'est fait d'imprévus. C'est purement ça. Donc si tu veux tout cadrer, si tu veux tout... Je veux dire, tu manges à telle heure, tu pisses à telle heure... Tu sors à telle heure, tu rentres à telle heure, tu invites telle personne à telle heure, de telle façon, tu dois... C'est pas la vie. Et pourquoi c'est... Enfin, je fais une petite digression, pardon, mais est-ce que tu aurais la réponse ou est-ce qu'on t'a donné des réponses de pourquoi c'est cadré de cette manière-là ? En tout cas, quelles sont les explications de la part des professionnels qui tendent à ce genre d'organisation ? Je pense que c'est au-dessus des professionnels même, c'est les institutions. Donc, tu vois, la structure même veut qu'il n'y ait pas de vague. C'est un truc dont je me suis rendu compte depuis assez longtemps. Une institution, quand elle se crée, à l'instant où elle est créée, donc elle est créée par exemple pour accompagner des personnes avec un handicap psychique, tu vois, qui ne sont pas en capacité de travailler. À l'instant même où elle est créée, alors que sa mission était d'accompagner les personnes qu'on a évoquées, son premier but c'est d'assurer sa survie. Donc on va s'arranger pour qu'il y ait pas de, tu vois, qu'on n'en parle pas d'une mauvaise façon, ou alors pire, s'il se passe quelque chose, on va le traiter en interne et on va un peu mettre les choses sous le tapis parce qu'il faut pas que ça sache, il faut pas que ça sorte. Et si jamais elle arrive à peu près à assurer sa survie, ok, dans un second temps, elle s'occupera et elle fera la mission pour laquelle elle a été créée. De toute façon, nous en France, on est très en retard là-dessus.
il y a un décret de l'OMS qui disait que il faut désinstitutionnaliser. Donc il faut arrêter d'ouvrir des institutions à tout va, et même il faudrait fermer un certain nombre d'institutions. C'est ce qui est recommandé par l'OMS. Et nous, en France, on est encore très institutionnalisé. Parce que, d'un point de vue politique, le gâteau du handicap, c'est un gâteau sur lequel il y a pas mal d'argent à prendre. Donc, une fois qu'on a assuré sa survie, et donc pour assurer sa survie, il faut être sûr qu'il ne se passe rien de mal. Donc, on va mettre un tas de règles pour être sûr qu'il ne se passe rien de mal. Mais il ne se passe rien de bien non plus, du coup, il ne se passe rien. On est des institutions où c'est plat, quoi. Et pourquoi cette préconisation de l'OMS ? Justement pour ça, parce qu'on s'est rendu compte que les institutions, dans leur fonctionnement, avaient plus tendance à priver les gens de liberté plutôt qu'à les aider à gagner en autonomie, s'émanciper, c'est ce qui devrait être le but. Et effectivement, il y a quelque chose d'un peu schizophrénique, tu vois, dans ce rapport-là, c'est-à-dire que tu crées une institution, si l'institution fait bien son boulot, pour un certain nombre de personnes, le but c'est de les rendre autonomes, qu'ils aient plus besoin de toi. Mais s'ils ont plus besoin de toi, tu perds ton gagne-pain. Enfin, tu vois, il y a un espèce de truc qui est finalement déjà de base est un peu biaisé. L'institution, elle a aucun intérêt à ce que la personne parte. Alors que, en vrai, t'as des listes d'attente qui sont phénoménales. T'as des gens qui attendent plusieurs années pour pouvoir arriver en foyer. Donc, il y aurait une demande. Mais je t'assure, moi, j'ai bossé dans un foyer de vie où on aurait dû travailler pour que les gens puissent quitter le foyer et à la limite aller dans un appartement et accompagné par un service. Mais tu as un appartement extérieur, plus au sein du foyer. Quand je suis parti, ça faisait 10 ans que le foyer existait. En 10 ans, il y a 2 personnes sur 60 qui ont quitté le foyer pour aller vers ça. Donc soit on est très mauvais, et on a très mal fait notre boulot, soit il y a autre chose finalement. L'institution de base, elle n'a pas été pensée pour que les gens s'émancipent. Et donc quand moi j'ai découvert le monde du handicap psychique pendant mon premier stage, j'ai été frappé du décalage qu'il y avait entre ce que je connaissais ou ce que je pensais connaître de la psychiatrie, et ce que tout le monde me renvoyait, et ce que je vivais vraiment. C'est-à-dire que dès que je disais où j'étais, où je faisais mon stage, et après c'est un endroit où j'ai bossé, on me disait « Ah ça va, c'est pas trop dur, oh quand même, il en faut du courage pour faire ce job-là », parce que moi je voyais ça comme un milieu très violent. C'est l'image que j'en avais. La psychiatrie, la schizophrénie, la violence. À chaque fois que j'entendais parler d'une personne schizophrène, moi aux infos c'était pour dire qu'un tel avait planté une autre personne et que c'était une personne schizophrène. Donc pour moi c'était ça la schizophrénie. Et j'ai découvert un monde qui avait rien à voir. Et tu t'attendais à quoi avant de rentrer quelles étaient tes craintes avant de faire ton expérience ? Comment j'allais réagir face à une personne folle. Parce que c'est ça, tu vois, genre, face à quelqu'un qui commence à divaguer. Et je m'attendais, c'est marrant, à arriver dans un milieu où il y a beaucoup de bruit. C'est des cris, de la violence, pas que physique, mais même verbale ou auditive, un truc, un espèce de brouhaha. Je m'attendais vraiment à ça. Chose qu'on peut parfois retrouver à l'hôpital psy. Vraiment, quand les personnes sont en crise, ou c'est différent. Mais dans les foyers de vie où tu interviens en tant qu'éduc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'image que tu te fais du handicap psy, de la psychiatrie. C'est un truc où, au contraire, généralement, c'est très calme. Tu vas avoir la télé qui est allumée. Bon, les gens sont aussi pas mal sous médicaments et sont pas mal sédatés. Mais t'as autre chose. Enfin, il n'y avait pas cette violence à laquelle je m'attendais et que tout le monde me renvoyait. Et je suis allé en stage pendant 1 an là-bas et après, j'ai bossé pendant 3 ans. Pas une seule fois, je suis allé au boulot avec de l'appréhension. J'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. C'était juste accompagner des gens qui, oui, par moments, avaient des délires, pouvaient commencer à divaguer ou avoir des hallucinations, voir des choses ou entendre des choses. Souvent, en fait, c'est beaucoup plus ça. Mais pas du tout de violence. Est-ce que tu peux brièvement expliquer quelle est la différence entre un foyer de vie et un hôpital psychiatrique ? Je voudrais juste être sûre. Alors on va dire même les foyers, parce que tu as plein de foyers différents. Tu vas avoir foyer de vie, c'est pour des personnes qui ne peuvent plus travailler. Foyer d'hébergement, c'est des personnes qui travaillent, généralement en milieu protégé, ce qu'on appelle ESAT, et dorment en foyer d'hébergement. Tu as des foyers d'accueil médicalisés qui sont pour après le foyer de vie quand tu as moins d'autonomie. Et ça, c'est vraiment pour des personnes qu'on dit stabilisées, c'est-à-dire qui ne sont pas en crise à ce moment-là. Et puis l'hôpital psychiatrique, là où tu vas avoir vraiment un suivi médical beaucoup plus lourd, c'est là où les gens vont quand ils sont en train de faire une crise. On appelle ça une décompensation, par exemple parce que quelqu'un a arrêté de prendre son traitement pendant un moment et il a des symptômes qui vont ressortir de manière très, pour le coup, violente. Et donc là, il est accompagné de manière beaucoup plus médicale
à l'hôpital psychiatrique. Mais le but n'étant pas de garder les gens toute leur vie à l'hôpital psychiatrique, parce que c'est pas un lieu de vie, un hôpital, c'est qu'ils puissent aller dans un foyer qui est un peu plus pensé pour ça, normalement. Et du coup, comment t'as vécu ce décalage? Quel a été ton cheminement de pensée à partir de là? En gros, moi, si je me refais le film, t'arrives dans ce foyer de vie, tu te rends compte que c'est pas du tout ce qu'on t'a dit, et que t'as eu un peu ce choc des cultures-là, finalement, entre ce qu'il y a dans les médias, où tout le négatif est exacerbé, et ce que t'as découvert vraiment. À partir de là, comment t'as développé ta pensée critique, et comment t'as voulu construire, en fait, ton raisonnement à partir de là, et ton évolution personnelle, en fait? Je crois que ça s'est fait en 2 étapes. Il y a eu une première partie où, justement, en voyant ce décalage-là, je sais pas, je me sentais vraiment bien là-bas. Et puis j'avais l'impression de faire une espèce de tampon où je me disais, bah ok, je vais pouvoir être peut-être une interface avec le reste de la vie. Tu vois, toutes ces personnes qui projettent ça sur le handicap psy, la maladie psychique. Et bah peut-être que moi, en bossant dans ce milieu-là, je vais pouvoir être l'interface et un peu déstigmatiser le truc, dédramatiser. Donc franchement, j'en parlais dès que j'étais en soirée ou quoi, j'ai des potes qui me demandaient comment ça se passait, les trucs. Et donc tu racontes la vraie vie des personnes. Et je pense que j'aimais bien ce truc-là. Tu vois, vraiment de pouvoir faire tampon un peu entre les deux. Et puis, t'accompagnes des personnes qui parfois peuvent être à côté de la plaque dans leur réaction, tu vois, parce qu'elles ont un handicap, elles ont une perception du monde qui est parfois biaisée parce que ils ont une hallucination. Et j'aimais bien aussi, tu vois, en les accompagnant de manière pas pédagogique, mais justement pas en les stigmatisant, en disant t'es complètement à côté de la plaque, mais les aider à pouvoir faire un pas et aider en partie la société. Alors la société, c'est très vaste, mais au moins la société qui était autour de moi à faire un pas aussi vers ce monde-là. Tu vois, je pense qu'il y a ce truc-là que j'ai aimé. Et puis au bout de quelques années, parce que finalement, pourquoi je suis pas resté éduc? J'aurais dû rester éduc et en foyer pendant des années, si je m'y sentais si bien. Et en fait, au bout de quelques temps, et je crois qu'avec le recul, je regrette que ça m'ait pris autant de temps. On parle de combien autant de temps? Tout est relatif, non? Ça m'a pris 3 ans quand même pour partir de là-bas. Donc 3 ans, je trouve que c'est long à travailler au quotidien, à accompagner, et pas autant se remettre en question, peut-être que j'aurais dû à l'époque. Donc au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à me questionner. Et tu vois, il y a eu une histoire qui, avec le recul, dit tout de même la question de la sexologie et cette question de la sexualité. Il y avait un monsieur dans ce foyer qui, souvent, se masturbait dans les couloirs. C'est un truc qui arrive très fréquemment. Moi, on m'appelle aujourd'hui, et souvent c'est pour ça. On a un résident qui se masturbe dans les couloirs. Ok. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on a fait? Le problème, c'est que ce monsieur, il n'a pas du tout intégré la notion d'intimité. Alors, il va falloir qu'on l'explique qu'il doit se masturber, il a le droit. Alors déjà, c'est bien. Il y a des foyers, on dit, les gens n'ont pas le droit de se masturber. Hein. Oui, ça existe. Mais en fait, tu rentres tellement dans la tête des gens en leur disant, vous n'avez pas le droit de faire, vous ne pouvez pas avoir de relations sexuelles. C'est des choses qui sont parfois écrites noir sur blanc dans les règlements de fonctionnement des établissements. Les relations sexuelles sont interdites, ce qui est illégal, hein. Il y a un hôpital psychiatrique à Pau qui a été condamné pour ça. Justement, ils avaient mis, eux, un hôpital psy, les patients n'ont pas le droit d'avoir de relations sexuelles. Il y a un patient qui a attaqué, ils entérinent le jugement. Effectivement, tu ne peux pas écrire noir sur blanc d'interdire les relations sexuelles. C'est une liberté fondamentale, la liberté sexuelle. Et donc, tu peux pas interdire à tout le monde comme ça, sans raison, le fait de ne pas avoir une sexualité. Tu veux dire que malgré le fait que ce soit illégal, il y a quand même des instituts ou des foyers qui continuent à pratiquer. Oui. Donc comment ils mettent ça en place alors si c'est pas par écrit? Moi, c'est ce que j'appelle les us et coutumes. Et je crois que c'est le plus pervers. C'est les fonctionnements que tout le monde a intégrés, mais personne ne sait pourquoi il les a intégrés. Je te donne un exemple très précis qui, je trouve, inhumain au possible. Une masse, ça s'appelle une maison d'accueil spécialisée. Déjà le nom, tu vois, tu te dis tout, je suis à la masse. C'est un établissement qui accompagne des personnes avec une grande dépendance, qui ont très peu d'autonomie. Généralement, tu vas avoir du polyhandicap, donc des personnes qui ont plusieurs handicaps cumulés. Eh bien, dans cet établissement qui n'accompagne que des adultes, les personnes n'ont pas le droit de se tenir la main ou de s'embrasser. Donc tu vois, si on interdit ça, et donc comment on l'interdit, c'est pas écrit. Mais tout le monde l'interdit. Et quand j'ai demandé aux professionnels,
Mais pourquoi? Personne n'a su me dire pourquoi. Mais tout le monde le faisait respecter. Mais alors, plus ou moins à sa manière, tu vois, il y en a qui étaient plus des ayatollahs du on se tient pas la main, et d'autres qui étaient plus cool. Donc ça va signifier comment? C'est un ordre verbal Ouais, ou c'est ça. ou ça va Ah être ben, une suggestion visuelle, enfin une suggestion du regard non, souvent ça va être ah bah non, un tel, vous savez, on s'embrasse pas, on se tient pas la main. hmm. Tu vois, ça va être des choses comme ça. Et il y a beaucoup d'établissements qui accompagnent des personnes qui sont non-verbales, donc elles parlent pas. Donc ça va être beaucoup avec des pictogrammes ou ces choses-là. Eh bien, ces personnes-là, souvent on se dit, elle peut pas être consentante vu qu'elle s'exprime pas. Donc, comme on sait pas, on coupe tout. Au moins on est sûr qu'il y aura pas de problème. Donc si tu interdis, tu te doutes bien, tu interdis aux gens de se tenir la main ou de se faire un bisou, tu viens directement leur dire qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de relations sexuelles. Et ça, je l'ai vu dans un établissement il y a pas longtemps. Ils l'avaient noté dans leur règlement de fonctionnement jusqu'en 2013. C'était écrit noir sur blanc, les relations sexuelles sont interdites au sein du foyer. Ce qui est illégal, mais c'était écrit. Ils l'ont enlevé depuis 2013. Moi, je fais une formation où j'accompagne les personnes de l'établissement, les personnes accompagnées en situation de handicap. Je fais un petit jeu avec eux, j'ai le droit, j'ai pas le droit. Donc je leur pose plein de questions. Est-ce que d'après vous, dans l'établissement, vous avez le droit à ça? Donc au début, c'est des trucs, tu vois, classiques. Est-ce que j'ai le droit de m'habiller comme je veux? Donc là, tout le monde te dit, oui, j'ai le droit de m'habiller comme je veux. Ok, mais si je suis un homme, par exemple, et que je veux mettre demain une robe ou des chaussures à talons, est-ce que j'ai le droit? Ah non, ça, j'ai pas le droit. Ok, donc bon, finalement, c'est pas aussi clair que ça. Et donc on arrive sur la question de, est-ce que j'ai le droit de me masturber? J'ai plus les chiffres exacts, mais une majorité disent non. Est-ce que j'ai le droit d'avoir des relations sexuelles? Sur 14, il y en a 2 qui ont dit oui, 2 qui ont dit non, et 10 qui ont dit je sais pas. Et donc, on leur explique un petit peu que déjà d'un point de vue légal, on peut pas leur interdire, que oui, c'est vrai, ça a été interdit, mais c'était déjà à côté de la plaque, mais ça a été interdit jusqu'en 2013 dans leur établissement, mais depuis 2013, ça allait plus. Et là, ils étaient tous en colère, parce qu'ils ont commencé à dire, mais attendez, pourquoi on est au courant que maintenant? En fait, donc, tu vois, à partir du moment où tu as ancré, institutionnalisé un truc, même si tu l'enlèves, c'est plus écrit. Donc s'il y a une inspection, un truc, on peut pas te reprocher d'avoir mis ça, c'est pas écrit. Mais c'est tellement ancré dans la tête des gens que c'est comme ça que ça se passe. Et dans ce foyer-là, par exemple, une fois de plus des adultes, 2 résidents, par exemple, qui veulent s'inviter dans la chambre de l'un, tu vois, la journée, pas la nuit, ça n'existe pas. La nuit, le jour, ils veulent s'inviter, ils doivent aller demander ensemble au bureau des éducateurs la permission pour savoir s'ils peuvent aller dans la chambre de l'un ou de l'autre. On parle d'adultes. Et ce qui est très drôle, c'est que tu demandes aux éducateurs et ils te disent « Ah mais non, on leur demande pas leur permission, c'est juste pour s'assurer du consentement des 2. » Sauf que quand tu demandes le vécu des personnes qui vivent là, elles te disent « Ah bah si, nous on leur demande la permission » et elles ont dit « Nous on se sent humiliés. » C'est leur mot, hein. On l'a écrit sur le tableau et donc après quand on fait des formations, on fait des mises en commun, on fait les professionnels et les personnes accompagnées pendant 2 jours où on explique ce qui est ressorti des échanges des 2 côtés. Quand les professionnels ils voient ça, tu vois, on se sent humilié. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent dans un établissement au quotidien, c'est leur lieu de vie. Eh bien, le fonctionnement fait que au quotidien, ils se sentent humiliés. Et c'est un truc où les gens qui les accompagnent, ils en ont même pas conscience, tu vois, c'est pas voulu. Mais c'est le vécu. Et parce qu'on leur a jamais demandé, mais en fait, comment vous le vivez, ça? Comment ça a été reçu de la part des professionnels de santé? Et est-ce qu'il y a eu des mesures prises suite à ça? Alors, pas toujours très bien. C'est assez déstabilisant et pour la très grande majorité, et c'est très bien, c'est le but, il y a une grosse remise en question à ce moment-là, tu vois. Putain, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? Je me rends compte que, genre, on est à côté de la plaque, ça c'est des réflexions qu'on a. Je suis en train de me demander complètement, depuis toutes ces années, ce qu'on est en train de faire. Dans un autre établissement, il y a une personne qui a dit, par exemple, tu vois, quand on parlait des horaires d'ouverture et de fermeture du foyer, le foyer, il ouvre ses portes qu'à 8 heures, par exemple. Les gens n'ont pas le droit de sortir avant 8 heures. Donc, tu vois, toi, moi, demain, si tu as envie d'aller faire une balade matinale, tu vois, là c'est un foyer par exemple qui est à Paris, ils peuvent monter, tu vois, on leur pose la question, est-ce que vous êtes déjà allé au Sacré-Cœur par exemple le matin? Et il y a une dame qui a dit, moi, je n'ai jamais vu un lever de soleil. Et donc là, tu vois, on n'est même plus dans les questions de sexualité, on est juste dans les questions de reconnaissance de l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'on met en place un fonctionnement qui fait qu'une personne ne peut pas voir un lever de soleil ou un coucher de soleil, mais parce que elle peut pas sortir du foyer avant telle heure, ou elle doit être rentrée avant telle heure. Voilà une partie de la réalité. Qu'est-ce qui t'a touché, toi, dans cette découverte de l'autre sous un nouveau jour? Quand je dis l'autre, là en l'occurrence, je parle de la personne en situation de handicap, parce que du coup, si on se refait un peu le film, t'avais des préjugés, des a priori, des craintes vis-à-vis de ces personnes que tu catégorisais.
Comment est-ce que toi-même, d'un point de vue là, très personnel, est-ce que tu as reçu du coup la découverte de ce nouveau visage finalement, de se rendre compte que une personne en situation de handicap, c'est une personne avant tout, et c'est une personne sous tout son spectre, avec toutes ces 1000 facettes de personnalité à elle. Ça a été très inconfortable. Ça a été inconfortable, et tu vois, je vais te confier un truc dont j'ai honte. Je sais pas si j'ai honte, mais... Enfin, si. Mais je me dis, il faut pas s'auto-flageller, et puis l'important, c'est de pouvoir prendre du recul sur ce qu'on fait. Quand j'étais donc jeune professionnel, quand je devais sortir dans la rue avec un groupe de personnes, par exemple d'un foyer, je m'arrangeais toujours pour avoir un positionnement d'éduc à l'extérieur. C'est-à-dire que j'en avais rien à faire, on va dire, grosso modo, des personnes que j'accompagnais. Ce que je voulais, c'est que les gens autour comprennent que moi, j'étais le professionnel. Parce qu'en psychiatrie, c'est invisible. Je veux dire, tu vois pas, tu vois, c'est pas un fauteuil roulant, c'est pas un truc visible. Et j'avais besoin, tu vois, qu'on me confonde pas avec eux. C'est horrible de se dire ça, tu vois. J'accompagne des gens, j'avais fait un travail pour devenir éduc, et pourtant, j'avais besoin de cette espèce de mise à distance. Et j'ai lu un bouquin qui s'appelle Stigmate de Goffman, où il explique dedans, et là j'ai compris le truc, tu vois, de pourquoi j'avais besoin de ce truc-là qui est complètement inhumain. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai besoin qu'on me différencie des personnes que j'accompagne. Ce qui est à l'opposé de ce pourquoi je fais ce boulot à la base, quoi. Et Goffman, il explique que à partir du moment où une personne a un stigmate, donc le handicap est un stigmate, si tu es en compagnie de cette personne, et par exemple tu sors dans la rue, tu prends une partie de ce stigmate avec toi. Et je pense que ça m'était tellement insupportable d'avoir une partie de ce stigmate que je voulais mettre à distance ce truc-là, tu vois. Et donc quand je me suis rendu compte de ça, que moi-même, alors que je pensais, tu vois, avoir du recul sur ma pratique et tout, j'agissais comme ça, sans même m'en rendre compte, hein. Enfin, tu vois, je me suis pas dit, je veux pas que les gens me confondent avec eux, mais j'agissais comme ça pour ça. Et ça a été très désagréable. Et ça a été assez violent, tu vois. Et même encore aujourd'hui, je te le dis, je suis moins ému de ça. Mais les premiers temps, quand tu réalises ça, tu te dis... je sais pas, ouais, enfin, je suis une merde, tu vois. Honnêtement. Je suis complètement à côté de la plaque. Et donc, quand j'ai vécu ce truc-là, je me suis rendu compte de ça, ça a été assez... Ça va. Ça a été assez violent. Tu m'as ému aussi, on est deux cons avec les larmes aux yeux. C'est super beau après ce face-à-face que tu as eu avec toi-même. Ouais, mais tu vois, je crois que c'est ça aussi. On fait des métiers, on est au contact de personnes qui sont dites vulnérables, et on peut faire des dégâts, en fait. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre du recul sur ce qu'on fait et sur comment on agit, parce que ouais, on peut faire des dégâts, et d'autant plus que les personnes qu'on accompagne sont... Alors, le terme va paraître horrible, mais c'est vraiment comme ça que je le vis, sont dociles. C'est-à-dire que, comme souvent, elles ont un vécu en institution où, grosso modo, on leur a dit ton avis, tu vois, c'est ce qu'on disait avant, tu vois, le vécu, c'est parce qu'on n'a jamais pris le temps de leur demander. Moi, j'ai des gens en formation qui m'ont dit, j'avais jamais autant discuté avec les personnes qu'on accompagne. C'est quand même dommage de devoir attendre une formation de quelques jours pour discuter avec les gens que tu accompagnes au quotidien. Et donc, alors que tu vis avec, en fait, finalement. Ouais. C'est exactement ça. Et donc, si on prend pas de recul sur ce qu'on fait, on peut faire vraiment des dégâts importants sur comment on agit, tu vois. Alors ça, c'est ce que je t'ai raconté avant, là, c'était très perso. Et puis, l'histoire de ce monsieur donc, qui se masturbait dans les couloirs, il a fallu se poser la question, mais au sein de notre établissement, c'est quoi l'intimité ? Et elle se traduit comment ? Et en fait, quand tu te rends compte que, ce qu'on disait tout à l'heure, les personnes ne peuvent jamais soit fermer leur chambre à clé, ou de toute façon, si elle est fermée à clé, elle l'est pas vraiment, vont être accompagnées à la douche par des personnes qui changent tous les jours, et jamais on prend le temps de leur demander est-ce que tu acceptes d'être accompagné par un tel ou un tel ? Parce que sinon, on se dit il va prendre le pouvoir. Ils sont dans la toute-puissance. Ça, c'est le grand truc aussi. La peur qui est la toute-puissance. Mais demain, si tu te casses une jambe et que tu as une perte d'autonomie et que tu dois être accompagné pour la douche, par exemple, tu estimeras normal d'avoir un droit de regard sur qui t'accompagne à ce moment-là à la douche, devant qui tu vas te mettre nu.
Il y a quand même une certaine notion de fragilité à ce moment-là, tu vois. Toi, tu es nu, tu es en face de quelqu'un qui est habillé, qui va t'accompagner dans la toilette, tu vois. Et ben dans les institutions, on demande pas aux gens. C'est imposé, c'est comme ça. Et puis parfois, c'est des gens qu'ils ont même jamais vu. Un intérimaire, parce que bah, c'est aussi une réalité, il manque de professionnels, tout ça. Donc, t'as quelqu'un que tu n'as jamais vu. La première fois que tu le vois, t'es à poil devant lui, il va t'accompagner à la douche. Peut-être que lui n'est même pas à l'aise. Peut-être que si y a une réaction qui se passe, va y avoir quelque chose de violent. Par exemple, c'est un truc qui arrive souvent. Un monsieur qui est accompagné et qui va avoir une érection. Pendant la douche parce que bah voilà tu vois on a passé une érection réflexe tu vois mais qui est pas de l'excitation et puis bah quelqu'un en face qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer et donc il va soit le traiter de gros dégueulasse soit prendre un gant de toilette et de mettre de l'eau froide et le mettre sur son sexe pour que il perde son érection soit sortir de là en disant c'est un scandale et aller voir les autres enfin tu vois c'est ce truc là donc tu te dis ok c'est ça notre notion de l'intimité. Et on se dit, il n'a pas du tout intégré la notion d'intimité. C'est normal, elle n'existe pas dans l'établissement. Donc, tu vois, quand je me suis rendu compte de ça, c'est là que ça a été le point de bascule où je me suis dit, ok, j'ai commencé à creuser, à réfléchir un peu différemment. Et je me suis rendu compte qu'on faisait pas mal de choses un peu à l'envers. On pensait les choses de la mauvaise façon, c'est-à-dire qu'on part d'une situation exceptionnelle pour justifier une règle du quotidien. Par exemple, tu vois, un établissement dans lequel je bossais, on justifiait de rentrer dans la chambre de n'importe quel résident s'il répondait pas, ou un peu à n'importe quel moment, grosso modo, parce que une fois, il y avait un résident qui avait fait une tentative de suicide. Et donc, parce qu'il y a une personne qui, une fois, avait fait une tentative de suicide, ça justifiait le terme est fort, mais violer l'intimité de tout le monde, à peu près n'importe quel moment, parce qu'on sait jamais. Mais ça ne marche pas comme ça, la vie. Tu peux pas mettre une règle du quotidien et qui fonctionne tout le temps pour une situation exceptionnelle. Ça a changé ton regard sur l'intime dans ta vie perso, à toi ? Oui. Déjà, ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'avais de la chance de ne pas être confronté à tout ça. Par exemple, quand ma femme a accouché, on était à l'hôpital pendant quelques jours, et là, j'ai vraiment vécu, et encore, je l'ai vraiment vécu un très petit peu de temps, ce qui était le manque d'intimité, tu vois, ce truc où les gens rentraient, et c'est d'une violence. Tu te dis, mais moi, pas une semaine, j'accepte de vivre dans un truc comme ça, quoi. Et toutes les personnes qui ont été hospitalisées longtemps, de toute façon, te le disent, tu vois. Quand elles ont la chance de revenir à la société civile, on va dire, souvent te disent ce manque d'intimité, ce manque de considération. Qu'est-ce que tu as changé dans tes habitudes personnelles pour toi-même, quelque part, donner l'exemple, essayer d'inspirer les gens autour de toi à prendre conscience de ces notions ? Je fais un parallèle, mais en fait, ça peut même être le consentement au lit, avec ta partenaire. Est-ce que ça a pu influencer comme ça d'autres spectres Parce que parfois, cette notion d'intimité, on la retrouve même en famille. Enfin, je veux dire, moi, je me bats encore quand je suis chez mes parents pour pas que mes parents rentrent dans la douche, pas dans la douche, mais dans la salle de bain. Mon père, ça va, mais ma mère, elle comprend toujours pas. Elle me fait toujours « Ah, ça va ?» et tout, hein, alors qu'elle sait très bien que j'ai jamais aimé ça. On sort du handicap, mais bon, je trouve ça intéressant, parce que si déjà on le comprend pas avec des personnes qui sont pas physiquement ou cérébralement atteintes, du coup, on le comprend encore moins quand on justifie par un besoin. Ouais. Mais et justement, tu vois, moi, je t'ai dit déjà, je pense avoir eu beaucoup de chance dans ma vie, et c'est le cas. C'est-à-dire, moi, dès l'adolescence, mes parents ne rentraient pas dans ma chambre sans toquer et sans que je les ai invités à rentrer. Moi, on a toujours respecté ça. J'ai beaucoup de chance. C'est-à-dire que moi, jamais, mes parents sont rentrés dans ma chambre. Et d'ailleurs, tu vois, j'en ai même profité, tu vois. C'est-à-dire que des fois, je savais très bien que si j'allais me coucher, je sortais, je faisais le mur. Parce que je savais que jamais mes parents ils allaient venir toquer ou rentrer dans ma chambre. Ou une petite branlette. Hein. Bien sûr, aussi. Non mais bien sûr, non, mais parce que vraiment, tu sais donc que ça fait partie de la santé mentale. Mais bien sûr, non mais c'était caractéristique. Tous mes copains me disaient ah ouais mais toi c'est facile, tu peux sortir parce que dès que t'es dans ta chambre, tes parents ils viennent pas t'emmerder. Effectivement, si j'avais besoin de me masturber ou quoi, non mais moi j'ai jamais eu ce stress là par exemple que mes parents rentrent. Et un truc, j'ai commencé à dormir à poil adolescent. Parce que c'était bien plus chouette, mais je m'en foutais puisque je savais que personne rentrerait dans ma chambre, tu vois. J'avais pas peur que mes parents rentrent parce que je savais que c'était pas le cas, quoi. Et donc, rien que ça, moi j'ai eu cette sécurité-là, quoi. Et de se dire qu'après je suis pas capable de la transposer quand tu vois, j'accompagne des gens, t'es à côté de la plaque, mon bonhomme.
Et du coup, après, tu t'as commencé à te renseigner à la sexologie. Donc, quel a été ton cheminement de pensée? Est-ce que t'es venu à la conclusion ou en tout cas à l'interrogation que la sexualité, le travail sur le sujet de la sexualité pouvait être un moyen de renforcer justement les notions de l'intime? Ouais, mais ça va même beaucoup plus loin. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que la question de la sexualité, ça venait toucher directement la question de la reconnaissance de l'autre comme un être humain. Enfin, c'est beaucoup plus global. Moi, pourquoi j'ai trouvé ça ultra intéressant? Parce que si je vais dans un établissement et qu'on parle de sexualité, en fin de formation, on va parler des horaires d'ouverture et de fermeture du foyer, le fait qu'il y ait des caméras dans les couloirs. Et tout ça, c'est pas de la sexualité à proprement parler, mais c'est la question de l'intimité, c'est la question de la reconnaissance, d'avoir une vie amoureuse, de pouvoir inviter des gens, tu vois, d'avoir une vie sociale. Et donc, je trouve que c'est un prisme formidable pour révéler comment on considère l'autre. Si tu ne considères pas qu'il a une sexualité, c'est que tu ne le considères pas comme être humain. Et donc à partir de ce moment-là, tu t'autorises toutes les dérives. C'est très facile de pouvoir justifier de rentrer dans l'intimité de quelqu'un, si c'est pas tout à fait quelqu'un. C'est très facile de justifier tout un tas de comportements à partir du moment où tu considères pas l'autre comme un être à part entière. Moi, je trouve que en ça, c'est un révélateur qui est génial et qui est extraordinaire. C'est que parler de sexualité, ça vient mettre en lumière immédiatement tout un tas de choses. Et finalement, si on les avait toutes pris une par une, on n'aurait pas pu, alors qu'en partant par ce truc de la sexualité, ça rayonne partout, en fait, beaucoup plus généralement. Tu m'as parlé du fait que quand tu avais étudié la sexologie, tu avais fait un mémoire sur l'autisme et leurs habitudes, enfin leur vie sexuelle et leur vécu émotionnel. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Moi, je bosse avec une personne qui est autiste et qui intervient avec moi sur les formations. Il est formateur à part entière. Et donc, il m'a vraiment fait découvrir ce qu'était l'autisme et son vécu. Et Quel style d'autisme? Enfin, ouais, je sais qu'il y a plein de spectres. Ouais, c'est ça. Alors, le spectre est très large. Et puis, justement, enfin, le spectre a beaucoup évolué. En fait, on met beaucoup de choses, on en retire un certain nombre de trucs. Lui, il te dirait qu'il est autiste prototypique. Donc, c'est autiste un peu pur et dur. C'est quelqu'un qui a parlé très tard, donc il est considéré comme autiste non-verbal, alors qu'il parle aujourd'hui, mais il a parlé vraiment, vraiment tard. Et à 19 ans... C'est quel âge tard? 14 ans, je crois. D'accord. Okay. Avant ça, il disait des mots, des trucs, mais tu vois, il parlait pas. Et donc, 14 ans, il a commencé à rentrer un peu dans le langage. Et à 19 ans, on pose un diagnostic de déficience intellectuelle. Alors que tu t'entretiens avec lui 5 minutes, tu vois bien à quel point c'est vraiment quelqu'un de brillant. Lui te dit qu'il a un QI tout à fait normal. Et donc, il a commencé à m'expliquer le vécu, et c'est ce qu'il faisait auprès des professionnels, d'une personne autiste, autour de la sexualité. Et donc, moi, comme j'avais commencé les études de sexologie, il fallait que je fasse un sujet de mémoire. Donc je me dis, il va falloir que je cherche dans les trucs qui m'intéressent et dans les sujets que je peux avoir. Et donc je commence à en parler avec lui, et la question du vécu émotionnel, tu vois. Comment on ressent des émotions, et donc c'est pas directement de la sexualité, mais le vécu émotionnel, ça vient jouer une part importante dans notre sexualité. Et lui, le premier truc qu'il me dit, mais nous, en fait, on n'a pas d'émotion. Alors, je me dis, merde, ça va être un peu compliqué de faire un mémoire sur le vécu émotionnel si les personnes n'ont pas d'émotion. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire c'est qui, nous? Les personnes autistes. Ouais, mais c'est très, très, très généralisant. Ouais. Mais à ce moment-là, alors, il faut savoir que Christian, lui, il a fait de la recherche, il a été sujet de recherche. Donc, quand il parle, c'est jamais... Sur quel sujet? Sur l'autisme, vraiment, sur le vécu des personnes autistes et ces choses-là, tu vois. D'accord. Donc, quand il parle, il partage... T'as le sujet du mémoire, c'est juste que j'ai besoin de... Enfin, moi, j'aime bien comprendre vraiment à fond de quoi on parle. T'as le sujet du mémoire ou Il n'a pas fait un mémoire. Parce que le vécu des autistes, pareil, pour moi, c'est très vaste. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Christian, j'espère que tu m'en voudras pas si je raconte ça de ta vie. Ce qui s'est passé, c'est qu'on lui demandera. Il a été diagnostiqué très tard. Et donc, je crois vers 40 ans. Avant ça, il savait pas qu'il était autiste. Et en fait, ouais, la vache. Ouais, il va passer un premier test, et on lui dit, monsieur, vous êtes autiste, hein, vous cochez absolument toutes les cases, il y a vraiment aucun doute. Et lui, il dit non. Tu vois, il dit, moi, ça m'intéresse pas, je préfère être schizophrène, tu vois, à la limite, je prends des médicaments, et derrière, on n'en parle plus. On dit non. Donc, il est pas d'accord avec le diagnostic. Donc, il va dans un autre centre, parce que tu as des centres comme ça où tu as
différents types de professions qui vont vraiment observer, tu vois, faire un test pour voir si tu es une personne avec autisme ou pas. Et donc il va dans un deuxième centre, on m'a dit ah bah oui, il y a aucun doute, vous êtes absolument, et bam, même résultat que le premier centre. Il se dit merde, là il y a quand même un truc. Donc il a fallu qu'il accepte. Et puis après ça, ils ont commencé à lui dire mais en fait, ils voulaient travailler avec lui, donc ils lui faisaient faire des exercices pour comprendre la pensée d'une personne autiste, tu vois. Comment il était capable, c'est très technique, donc on va pas rentrer dans le détail, mais de créer son propre système. Par exemple, lui, tu vois, les maths, il est bon en maths, mais il est nul en maths. C'est-à-dire que faire une opération, je sais pas moi, 5 fois 5, 25, en fait, toi tu sais que 5, bah, si tu fais 5 plus 5 plus 5 plus 5, ça va faire 25. En fait, lui, Christian, il a dit non, 5 fois 5, j'apprends que ça fait 25. Enfin, tu vois, il a appris par cœur les trucs, parce que sinon, lui, ça n'a pas de sens de dire 5 fois 5, 5 plus 5 plus 5 plus 5, ça fait 25. Enfin, tu vois, tout ça n'a pas de sens. Donc, il a appris par cœur. Il a créé son propre système de pensée, ce qui fait que tu lui donnais une date, il était capable de te dire le 10 juillet 1918, c'était un mardi. Tu vois, il était capable de retrouver avec le système de pensée qui s'était créé, en fait, et donc c'est ça qu'ils ont étudié avec lui, et ils ont fait les tests, et ils ont obtenu un petit peu ce qu'ils voulaient, avec son consentement, bien entendu. Il est passé de l'autre côté aussi, il a travaillé avec eux sur de la recherche. Alors, j'ai pas le détail de ses travaux, mais Ok. voilà un petit peu ce qu'il a fait. D'accord. Donc, lui, quand il donne son expertise, là où c'est incroyable, c'est que c'est pas uniquement son expertise, c'est aussi l'expertise qu'il a retirée des recherches dont il a été le sujet, et qu'il a mené derrière. Et donc, lui me dit, bah, nous, on n'a pas d'émotion. Et en fait, en farfouillant un peu, tu te rends compte que c'est pas ça. C'est-à-dire que, bien sûr que les personnes avec autisme, elles ont des émotions. C'est juste qu'elles vont avoir du mal à identifier leurs émotions. Elles vont pas comprendre ce qui se passe. Et en fait, c'est normal parce que toutes les émotions se traduisent un peu de la même façon. Si t'es en colère, tu vas commencer à avoir chaud, tu vas avoir du sang, tu vois, qui va venir au niveau de tes pommettes, tu vas avoir les pupilles qui se dilatent et tout. Mais si tu croises quelqu'un dont t'es amoureuse, par exemple, ben, il est possible que ça se traduise de la même façon. Il y a une jeune femme autiste, par exemple, qui racontait, qui était australienne, que elle a mis des années à comprendre pourquoi quand elle voyait certaines personnes qu'elle aimait bien se barrer en courant. Mais en fait, c'est juste que son corps traduisait un espèce de stress, tu vois. Genre, j'ai le cœur qui s'accélère, j'ai les pupilles qui se dilatent et tout. Et donc, elle avait intégré ça comme il y a un danger, donc il faut que je me barre. Donc, à chaque fois qu'elle aimait quelqu'un, elle se barrait. Parce que, en fait, elle avait pas réussi à décrypter le signal, tu vois. Et comme le vécu, enfin, la manifestation était la même, et ben voilà comment ça se traduisait chez elle. Et donc, j'ai fait mon mémoire là-dessus parce que je trouvais ça très intéressant. Et surtout, il y avait un pont énorme entre ce que j'apprenais en sexologie et comment lui vivait la sexualité. C'est-à-dire que en sexologie, on nous a toujours répété que finalement, ce qui se passe dans la chambre à coucher, c'est pas futile, mais c'est qu'un prolongement de ce qui se passe avant. Tu vois, Jacques Weinberg, là, mon prof de sexologie, tu vois, il nous disait un bon projet érotique, c'est 4 heures. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que quand tu dis ça, tout le monde se dit 4 heures, mais attends, 4 heures à faire l'amour, donc faire l'amour, c'est avec pénétration. Et ils disent, comme non, c'est pas possible. Et je te dis, mais non, un bon projet érotique, c'est 4 heures, c'est-à-dire que ça va être, par exemple, le resto, en tête à tête, sans téléphone, sans rien, puis la balade main dans la main dans les rues de Paris, puis aller danser un coup, puis finir dans la chambre d'hôtel. Mais tout ça fait partie d'un projet érotique, une espèce de globalité. Alors que nous, en tant que neurotypiques, enfin, tu vois, on a tendance à dire, ah, ça c'est de la sexualité, ça s'en est pas. Et quand je parle avec Christian, je me rends compte que lui, c'est ça son truc. C'est-à-dire que il peut avoir une relation sexuelle, mais sans pénétration, mais qui va durer des heures, parce qu'avant, il va être avec la personne, elles vont écouter de la musique, ou elles vont jouer de la musique, et tout ça fait partie de quelque chose qu'on pourrait appeler sexualité, mais enfin, tu vois, tu te rends compte que ça devient tellement... c'est difficile après de mettre dans des cases, qu'est-ce que de la sexualité, qu'est-ce qu'on n'est pas. Et donc, quand j'ai compris l'approche de Jacques Weinberg, et j'ai compris l'approche de Christian Schott là-dessus, je me suis dit, mais en fait, putain, mais c'est lui qui est dans le vrai. Nous, à faire de la sexualité 15 minutes comme ça, après avoir fait un bisou, un truc, c'est pas ça de la sexualité de manière générale, ou de l'érotisme, Jacques Weinberg dirait. Et donc, quand j'ai vu ce parallèle-là, je me suis dit, mais en fait, c'est évident. Je me rappelle, j'étais en cours, et je me dis, mais évidemment, ça me fait écho avec ce que Christian me disait, il faut que j'écrive là-dessus, il faut que je fasse mon mémoire là-dessus. En vient justement la grande question de où démarre l'acte sexuel. À quel moment démarre l'acte sexuel finalement ? J'apprécie
Très sincèrement, j'apprécie beaucoup ce silence, parce qu'il en dit long. Non, mais c'est ça. En fait, où ça commence, j'ai envie de te dire, dans le premier regard quand t'es avec l'autre. Mais en fait, même pas. Si on s'est envoyé des messages dans la journée, si on a pensé à l'autre, est-ce que c'est pas d'elle la pensée? Tu vois, à partir du moment où tu as cette sensation d'être en relation avec l'autre, est-ce qu'on n'est pas déjà dans une forme d'érotisme, de recherche de plaisir ou... En tout cas, moi j'ai acquis la certitude que la sexualité, comme souvent on l'aperçoit, de se dire c'est dans la chambre à coucher, ou c'est... Non, vraiment, c'est tellement plus vaste. Et quand tu as compris ça, quand tu as débloqué cette espèce de truc de se dire ah mais ouais, en fait la sexualité c'est bien ailleurs. J'ai l'impression que t'as tu sais, c'est comme si t'avais un code dans un jeu, tu sais, tu te dis ah mais ouais, mais je comprends vachement mieux maintenant le truc, cette perception de la sexualité, tu vois. Un des trucs qu'il nous disait tout le temps, Weinberg, c'est combien de temps de qualité vous passez avec l'autre. Temps de qualité, donc sans écran, sans enfant, sans télé, sans tout ça, tu vois, par semaine ou par mois. Et en fait, on n'en passe pas. On passe aucun moment comme ça d'échange avec les personnes avec lesquelles on vit, et on s'étonne que quand on va dans la chambre à coucher, bah il se passe rien. Ça fait 15 jours qu'on n'a pas fait l'amour, est-ce qu'on s'aime toujours? Moi je sais pas, on va peut-être le faire, parce que quand même pour se prouver qu'on s'aime encore, et puis bon bah allez, tu vois. Mais... Ouais, tout à fait, la pénétration en fait, ou même l'acte, enfin les préliminaires sont... Enfin, j'ai envie de dire que le sexe de manière physique est devenu un métrique à est-ce que mon couple va bien, est-ce qu'on est amoureux, alors qu'il y a tout ce qu'il y a autour. Et c'est là où notamment, en ce moment, de plus en plus, on entend les personnes asexuelles échanger à ce sujet. Et c'est pertinent. Bon, là, c'est encore un autre sujet qui pourrait être très long, dont on pourrait beaucoup parler. Mais... Et qui explique très bien d'ailleurs que elles n'ont pas l'impression de ne pas faire faire l'amour avec leur partenaire. La séduction, elle est tout le temps présente, elle est juste évoquée ou invoquée d'une autre manière. Exactement. Et t'as des personnes effectivement qui vont vivre des trucs, mais d'une force incroyable à travers l'art, à travers ces choses-là. Viens me dire que ça vaut pas... Et c'est pas binaire, c'est pas on fait l'un ou l'autre, c'est pas genre soit je baisse comme dans un porno, soit... Enfin, tout ça, c'est un tout, en fait. Ouais. Et on a besoin de ce tout-là. Enfin, le truc numéro 1 pour qu'un être humain soit heureux, c'est sa capacité de se connecter aux autres. Et ça, sous n'importe quelle forme que ce soit. Donc, à partir de là, le champ des possibles est ouvert. C'est vrai. Comment est-ce que ça a impacté ton travail? Comment est-ce que la sexologie impacte ton travail, du coup, dans les foyers ou dans les associations que tu accompagnes, etc. Ça m'a permis de désacraliser la sexualité. Je me rappelle, je suis arrivé en formation de sexo, je me disais la sexualité c'est incroyable et tout, on va parler que de l'orgasme, des trucs et tout. Et puis très rapidement, on nous a dit votre petit truc là, c'est sans intérêt. Et donc tu te dis mais attends, en fait ça a désacralisé un truc, et je me suis rendu compte que beaucoup de gens ont une approche culpabilisante de la sexualité. Ils se culpabilisent, mais à mort, vraiment. Et quand j'interviens, souvent dans les bilans, en fin de formation, il faut faire des bilans écrits, donc les gens écrivent de manière anonyme, il y a plein de gens qui disent ça m'a déculpabilisé avec la sexualité, tu vois, sur les fantasmes que je pouvais avoir, sur les envies, sur le désir, ou sur l'absence de désir, ou sur ces trucs-là, dire mais c'est normal en fait, et c'est pas grave. Et en fait, juste de pouvoir dire c'est pas grave, parce que j'ai compris que ouais, c'était pas grave, et en fait, on s'en fait toute une montagne, mais c'est pas un truc... Non, et j'ai pas envie de dire c'est pas grave, parce que pour moi, c'est pas le bon angle à prendre. Enfin, ça, c'est mon avis personnel, mais pour moi, c'est pas que c'est grave ou pas grave, c'est plus... en fait, ces différentes idées que j'ai ou que je n'ai pas font partie de mon jardin secret, font partie de mon univers. Et mon univers, je le façonne comme je le veux. Et je n'ai pas besoin d'avoir les fantasmes des autres. Et puis, il y a des grandes chances pour que je ne connaisse pas ou que j'ai aucune idée de quels sont les vrais fantasmes de mon voisin. Chacun vit ses bails et chacun s'amuse avec son propre imaginaire. Mais ouais, je suis d'accord, c'est mieux dit. Je souscris à ta vision, à ton approche. Effectivement. mais effectivement, je crois que ça m'a approché ça, cette espèce de déculpabilisation de la sexualité. Et donc, une fois que tu l'as expliqué aux professionnels, donc déjà, eux, ils se sont un peu... déculpabilisés sur leur propre sexualité, et qui se rendent compte que finalement c'est pas une montagne, il faut arrêter de voir ça comme un truc extraordinaire. Apprendre à des gens par exemple à mettre un préservatif, c'est pas extraordinaire, je veux dire, mais il y a plein de professionnels qui te disent ah non, je suis incapable de faire ça, enfin de montrer comment mettre un préservatif. Bon, déjà un certain nombre ne savent pas mettre un préservatif, mais au-delà de ça, une fois que tu as montré,
et que t'as parlé du truc, ils se rendent compte que finalement c'était pas une montagne. Mais en fait, comme avant, il y avait tout ce truc, mais qu'est-ce que les autres vont penser si je parle de sexualité, si moi je mets un truc en place, qu'est-ce qu'on va dire de moi, enfin, tu sais, tout ce rapport-là à la sexualité, une fois que t'as un peu apaisé ce truc-là, t'as dégonflé cette espèce de crainte qui avait pas lieu d'être, les gens sont vachement plus apaisés et donc peuvent mettre en place des choses avec les personnes qu'ils accompagnent. Et pareil pour les personnes accompagnées, quand moi j'interviens directement auprès d'elles, c'est pareil. Dans quel cadre là du coup ? Alors on fait, ça peut se faire de différentes façons, mais nous on est aujourd'hui, c'est l'instant promo on va dire, on est les seuls en France, tu vas proposer ça, c'est-à-dire que on fait des formations auprès des professionnels pendant 4 jours. Donc j'ai un groupe de professionnels et je travaille avec eux. Puis j'ai un groupe de personnes accompagnées de l'établissement pendant 3 jours. Et donc pendant 3 jours, tu vois ce que je te disais sur j'ai le droit, j'ai pas le droit, on va travailler on fait plusieurs trucs pour aborder la question du droit avec eux, la question de l'intimité de leur réflexion, de leurs souhaits, de qu'est-ce qu'ils ont identifié qu'ils aimeraient changer. On parle bien des professionnels. Hein. Non, des personnes accompagnées. Ah, des personnes accompagnées, ouais. Excuse-moi, pardon. Non, pas de souci. Mais on fait, en fait, à peu de choses près, on fait la même chose avec les pros, avec les personnes accompagnées. Okay. Ah oui, après, donc vous travaillez avec les uns et avec les autres. Et après, pendant 2 jours, on fait une mise en commun. Qu'est-ce qui est ressorti génial. de là, qu'est-ce qui est le truc. Et donc, tu vois, l'exercice, par exemple, de j'ai le droit, j'ai pas le droit. Et après, moi je le projette, et donc quand il y a les 2 groupes, les professionnels et les personnes accompagnées, on monte les résultats. Et donc on dit, voilà, sur cette question-là, d'après vous, les gens ont répondu quoi ? Et donc les pros, ils disent, est-ce que j'ai le droit de m'habiller comme je veux ? Tout le monde dit, oui. Et puis après, ils se rendent compte que finalement, en fait, non. Il y a un certain nombre de personnes qui considèrent qu'elles ont pas la possibilité de s'habiller comme elles veulent. Parce que, tu vois, c'est l'exemple qu'on donnait. Est-ce que j'ai le droit de faire l'amour ? Enfin, tu vois, on vient travailler là-dessus pendant 2 jours. Et donc, quand je suis avec les personnes accompagnées, assez souvent, on fait la mise en place du préservatif. Chose que je fais avec les professionnels, sauf qu'il n'y a jamais aucun professionnel qui est volontaire pour le faire. C'est drôle. Quand je suis avec des personnes accompagnées, la plupart du temps, on leur a jamais montré comment mettre un préservatif, et du coup, elles sont ravies de venir essayer, elles en ont rien à foutre de si elles se trompent, elles essayent, machin. Donc je ramène, moi j'ai un sextoy, tu vois, un God Michet classique, on va dire. La dernière fois, il a été baptisé Norbert, donc voilà, il s'appelle Norbert, à tous les Norbert qui nous écoutent. Et donc, on sort Norbert. Enchanté, et c'est Norbert. ça. Et on a des préservatifs masculins, et donc ils viennent essayer, ils viennent le mettre et tout. La dernière fois, j'avais une dame de 60 ans, qui, sur les 3 jours de la formation, a voulu le faire les 3 jours, donc et à chaque fois 2 ou 3 préservatifs, et dit on m'avait jamais montré, c'est la première fois que je vois ça et tout. Tu dis mais pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour qu'on lui Après c'est un peu frustrant qu'on te montre comment mettre une capote si finalement t'as pas le droit de faire un bisou. Et c'est exactement ça, et c'est exactement pour ça que parfois ça se passe de manière un petit peu difficile avec les directeurs, directrices d'établissement, parce qu'ils nous disent vous venez mettre un coup de pied dans la fourmilière et derrière c'est à nous de gérer. Ce qui est vrai. Je le reconnais. Et ok, vous venez mettre un pied dans la fourmilière. Et à ça, tu rétorques, vous avez besoin de nous parce que... En fait, quels sont les bénéfices de ton travail ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec eux, que c'est vrai, on vient mettre un coup de pied dans la fourmilière. Non, mais c'est vrai. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre que ce soit nous qui le mettions le coup de pied dans la fourmilière ? Je veux dire, toutes les réponses étaient sur leur tu prêches pas pour ta paroisse. Ouais, mais à un moment, je suis honnête avec eux. C'est vrai, bien sûr qu'on vient foutre le bordel dans un établissement, en partie, mais parce que c'est un bordel qui est nécessaire si on veut un accompagnement humain. Donc, on vient juste remettre de l'humain là où il y en avait pas, ou peu, ou pas assez, tout du moins. Ok, ça voilà ce qu'on vient faire. En termes d'accompagnement pour l'apprentissage sexuel, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont mises en place aujourd'hui ? Qu'est-ce qui existe en France ? C'est une très bonne question, Colette. Qu'est-ce qui existe ? Ça tombe bien, puisque depuis le Grenelle des violences faites aux femmes, qui avait été lancé en 2018 ou 2019 de mémoire, on s'est rendu compte pendant le Grenelle que les femmes en situation de handicap étaient 2 fois plus victimes de violences sexuelles que les femmes sans handicap, qui sont déjà victimes de violences sexuelles de manière assez importante. Donc ça nous laisse imaginer l'ampleur du phénomène. On sait à peu près, sur 9 millions de personnes en situation de handicap, combien sont des femmes et combien sont des hommes ? Ah non, moi j'ai pas trouvé de chiffres. Par contre, j'avais lu que 80% des femmes en situation de handicap seraient confrontées à des violences sexuelles au cours de leur vie. Ouais, donc 80% de 9 millions... Mais je me rappelle plus de la source dans laquelle je l'ai lu, donc c'est à vérifier. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que un grand pourcentage de femmes en situation de handicap, mais pas que, les hommes aussi sont sujets à ça, mais de femmes en situation de handicap vont être victimes de violences sexuelles. Et donc, à la suite de ce Grenelle, il y a une circulaire qui est sortie le 5 juillet 2021, que personne ne connaît, qui s'adresse aux établissements médico-sociaux et aux directeurs notamment. Aucun n'a lu. Et moi, je fais le test, quand je vais dans des trucs et que j'ai des directeurs, ils la connaissent pas. Et donc, cette
circulaire, elle a acté plusieurs choses, dont la création des centres Intime Agir. C'est le nom national. Et donc, dans chaque région de France, il y a un centre ressources sur les questions de handicap, sexualité, parentalité et prévention des violences. Et donc, vous avez des numéros où vous pouvez joindre les centres ressources et échanger avec eux. Moi, par exemple, il se trouve que je travaille pour celui d'Île-de-France. Donc, je vais faire des entretiens téléphoniques avec soit des personnes en situation de handicap qui vont appeler parce qu'elles ont une question. Voilà, est-ce que j'ai le droit d'être amoureux d'un homme si je suis un homme, tu vois, une question que j'ai pu avoir. Et donc tu viens voilà, discuter avec la personne, rassurer sur le fait que oui, il peut. Ou alors des familles qui vont appeler parce que je suis inquiète parce que mon fils a 17 ans et il commence à manifester des envies, mais je sais pas comment je peux l'accompagner, vers qui je peux aller, ou des professionnels parfois qui vont appeler parce que ils connaissent pas le cadre légal de ceci, cela. Donc vous avez maintenant les centres dans chaque région de France, et ça je le dis, toute personne qui travaille, qui est en situation de handicap ou qui travaille ou qui accompagne des personnes en situation de handicap, vous pouvez appeler ces centres, les centres Intime Agir, pour avoir des informations, pouvoir poser toutes vos questions et qu'on vous apporte les réponses. Alors, moi, par exemple, quand on m'appelle, j'ai pas les réponses à tout, mais c'est pas grave, je note les petites questions auxquelles je sais pas répondre, et après je fais des recherches et je recontacte les personnes pour leur donner les informations. Donc ça, c'est une nouvelle ressource et qui est, à mon avis, précieuse et qui est en train de se développer sur le territoire. Super. J'aimerais bien qu'on conclue par ça. Ok, que ce soit moi ou n'importe qui demain, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer de comportement? Quel serait un petit pas à mettre en place? C'est beau parce que tu le sais pas du coup, mais en fin de formation, je fais un exercice avec les gens qui s'appelle les petits pas. Et le petit pas, c'est un truc, c'est pas des grands changements, tu vois, c'est qu'est-ce que je peux changer dès demain quand je vais revenir bosser. La technique des petits pas, tout à fait. Pour changer. Vraiment, je pense que c'est faire une introspection, être très sincère avec soi-même et se dire, est-ce que je considère les personnes en situation de handicap comme des personnes à part entière? Et là, comme ça, tout le monde va dire bah oui. Mais vraiment, prenez le temps de est-ce que je considère l'autre vraiment comme mon égal, comme un autre moi? Et si c'est pas le cas, je vais faire cet effort pour vraiment considérer l'autre comme un autre à part entière. Vraiment, si ne serait-ce que toutes les personnes qui vont écouter cet épisode arrivent à faire ça, arrivent à faire cette vraie introspection. Pour moi, c'est le plus beau petit pas, et qui est en fait pas un si petit pas que ça. Le plus beau pas qu'on peut faire, parce que c'est énorme. Ça donnera déjà une autre couleur à notre approche et au regard qu'on pose sur les gens qui nous entourent. Cette personne justement que tu accompagnais et dont tu t'es rendu compte que tu ne la respectais pas comme un individu, comme quelqu'un qui t'était égal, qu'as-tu changé concrètement dans ton comportement à la suite de ça? Comment l'as-tu montré, que ce soit face à cette personne-ci, personne en situation de handicap que tu accompagnes, et même aux personnes autour? Qu'est-ce qui a changé concrètement dans ton attitude? Je crois que je me suis dit, je m'en fous. En fait, à partir du moment où j'ai pris conscience de ce truc-là, à quel point ça a été comment ça s'est transcrit violent. De l'extérieur? Est-ce que tout d'un coup, avant tu portais pas la valise et après t'as porté la valise? Est-ce que tu tenais la porte? Est-ce que avant tu restais, tu t'asseyais la personne accompagnée, t'allais t'asseoir à 2 mètres? Non. Et là tu restais à discuter avec elle? Non, c'était plus une posture. Souvent, j'allais être debout. Enfin, tu sais, histoire qu'on voit que c'est moi qui menais le groupe, tu vois. Genre, j'avais besoin, tu vois, si je sortais avec un groupe de personnes. Donc, tu regardais tout le temps si on te regardait, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et là, je me suis dit, mais arrête. Donc là, t'as arrêté de regarder. Et donc, je me suis mis vraiment dans le groupe. Un truc tout bête, tu vois. En tant que professionnel, avant, je montais tout le monde. Et souvent, tu te balades en camion 9 places. Tu sais, les masters et tout, là. Et à chaque fois, les professionnels, ils sont à l'avant du camion. Après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi? Donc, je suis allé à l'arrière du camion. Et puis il y a d'autres personnes qui sont montées devant. En fait, on s'en fout. On est un groupe de personnes qui vont à un endroit. C'est pourquoi j'ai besoin d'être à l'avant du camion, moi. C'était exactement le type d'exemple que je cherchais à comprendre. Parce que je trouve ça beaucoup plus parlant quand on parle avec des exemples concrets de comportement. En tout cas, ça donne une vraie marche à suivre pour les personnes qui veulent faire un effort mais qui savent peut-être pas par où commencer ou se disent bah non, est-ce que ça c'est assez, ou enfin voilà, ça peut être peut y avoir une gêne ou ça justement. Quand on sait pas aussi. Et donc, parfois, ça permet de pouvoir mieux intégrer les actions. Trop chouette. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était très riche, très intéressant, très émouvant aussi.
Euh, Quand j'avais 14 ans, un de mes meilleurs amis avait le Gilles de la Tourette. Et moi, en fait, ce qui m'avait marqué à cette époque, je me souviens, on prenait souvent le métro. Et c'est quelqu'un qui sortait beaucoup. On s'est rencontrés en soirée, on a fait beaucoup de soirées ensemble. Et c'était un gros fêtard. et, sauf que du coup, parfois, il était très fatigué parce qu'on faisait la fête. Et du coup, quand il était fatigué, donc ses réflexes ressortaient davantage et les insultes, etc., qui allaient avec. Les gens autour, parfois, avaient des réflexions, le regardaient bizarrement, etc., etc. Et ce qui m'avait marqué, c'est à quel point moi, j'étais offusquée. Et à quel point lui en avait rien à foutre. Et moi j'étais en mode mais attends, tu peux pas accepter ça, regarde, non mais attends, faut dire quelque chose. Et moi j'étais révoltée quoi. J'étais en mode mais quoi, mais je comprends pas. Enfin, et lui vraiment ça lui, et ça m'a fait une belle leçon de vie aussi de voir. Ouais, je crois que c'était la première fois finalement que j'avais affaire à quelqu'un qui avait autant de résilience et qui comprenait bien que le but de sa journée finalement n'était pas dans le regard des autres. Donc je trouve que ça fait un beau miroir avec ce que tu disais toi, tu vois, là, du point de vue de... Voilà. La seule petite question que je vais te poser, c'est si tu aimerais avoir quelqu'un que tu connais ou quelqu'un de connu qui parle à ce micro avec moi, tu penses à qui? Alors, je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, je le connaissais, mais je le trouve vraiment cool dans son approche et j'ai découvert son émission, Monsieur Poulpe. Ouais. Et je trouve très fun son approche et tout. Il y a plein de trucs. J'aimerais bien l'entendre chez toi. Ouais, écoute, Monsieur Poulpe le fera pas, ça je sais. Ah. Donc il faut quelqu'un d'autre. J'ai été en contact. Non, on s'en fiche, t'inquiète. Mais j'ai été en contact avec lui et il est juste trop occupé. Ouais. Et voilà. Et puis, mis à part ça, c'est quelqu'un qui est assez réservé aussi, assez discret finalement sur sa vie perso. Et voilà. Ne te sens pas obligé si ça vient pas. Alors, s'il y a une personne que j'aime beaucoup en ce moment, que je regarde, que j'écoute et que je trouve très chouette, mais alors, rien à voir avec la sexualité, hein, on s'en fout, c'est David Castello-Lopez. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ok, d'accord. Tu vois Alors je vois, mais vaguement, je suis pas familière. Il a fait plein de petites pastilles et là justement il fait des podcasts avec Combini là, qui s'appelle Smart Talk et où il invite des gens connus pour parler de trucs mais absolument pas de la raison pour laquelle ils sont connus. Et j'adore le personnage, je le trouve très chouette, je trouve qu'il est... Et j'aimerais entendre un podcast où il parle de lui. Ça me plairait vraiment, et notamment sur cette question de sexualité, je suis sûr qu'il pourrait être très intéressant, et je le trouve très chouette, donc voilà. Ok, écoute, bonne idée, intéressant, chouette. Merci beaucoup. De rien, merci à toi. Et merci pour ce beau moment. Les cocos, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, qu'il vous a beaucoup instruit, donné plein de nouveaux regards, ou en tout cas enrichi votre regard déjà averti, si vous étiez déjà très au fait de tous les sujets qui entourent l'intimité, la sexualité et les personnes en situation de handicap. On vous met tous les liens des associations qu'a mentionné Alexis dans la description. N'hésitez pas à aller checker. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé. C'est hyper intéressant. Ouvrons le sujet, ouvrons le débat. Venez poser vos questions et je suis sûre que Alexis ou moi, on sera ravis de vous répondre. Ce podcast existe en 2 formats. Il y a le format Les histoires coquines, complètement autre chose de ce qu'on vient de faire. mais d'ailleurs, du coup, j'ai toujours pas fait d'épisode avec des personnes en situation de handicap et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup bosser. Et il y a les épisodes Les confessions, les discussions comme on fait là, où ça papote. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast 5 étoiles, à venir devenir donateur, découvrir tous les bonus que je vous réserve, le contenu exclusif, à vous abonner à la newsletter. Là, c'est vraiment... Newsletter, c'est un peu mon safe space, c'est un peu là où je raconte un peu plus ma vie, mes aventures, mes explorations, et où je vous raconte tout ce que je découvre et tout ce que j'apprends au fur et à mesure de mon évolution avec le podcast Colette se confesse. Je vous dis à très 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 bientôt et je vous embrasse très fort.